Bien, écoutez, je voudrais vous souhaiter la bienvenue pour cette dernière matinée de la 33e édition du Salon international du livre de montagne de Passy, dont le thème cette année, on vous l'a dit, est la marche. Et pour nous accompagner vers les hauteurs, vers les hauteurs de toutes les montagnes du monde, nous avons fait appel à des représentants des plus hautes sphères de l'université, de l'édition, de la fonction publique, et pour justement nous entraîner sur des montagnes que l'on ne connaît pas forcément, qui sont la Guyane, les Kerguelen, l'Iran, et puis les Dolomites ou la montagne Sainte-Geneviève, la montagne Sainte-Victoire, pardon, et puis, et puis oui, encore que c'est une très belle montagne. Et puis les toits de Paris. Et c'est pour ça, effectivement, que j'ai fait la confusion avec la montagne Sainte-Geneviève. Donc, pour nous accompagner donc, vers les hauteurs, donc, nous avons fait appel à Émilie Talon, qui signe un livre de souvenirs versant iranien, pardon, de vertige iranien, vertige persan aux éditions Guérin. Francine Brondex, qui signe aux éditions un roman dont l'action se passe en Guyane, Bitaraka. Ludovic Escande, qui a signé un roman aux éditions Alary, Vers les hauteurs. François Garde, qui nous rappellera sa marche à Kerguelen, qui est paru il y a quelques années, et puis Bernard Ami, qui vient de publier un alpinisme d'aventure aux éditions Les Passionnés du bouquin. Donc, je voudrais, avant de commencer ce tour de table, vous demander aux uns et aux autres comment vous avez voulu vous élever, vous s'aventurer vers justement ces montagnes que l'on ne connaît pas forcément. Marcher à Kerguelen, c'était vouloir aller à l'aventure, découvrir des paysages inconnus, c'était vouloir passer 3 semaines sous la pluie et dans le vent. Il semble que cette question soit pour moi. Moi, je m'étais occupé des Kerguelen dans ma vie professionnelle entre 2000 et 2005. J'y avais administré et puis j'y avais aussi un petit peu marché, mais pas très longtemps parce qu'il fallait reprendre le bateau et que si le ministre avait l'étrange idée de me passer un coup de téléphone, il était quand même compliqué que l'un de mes collaborateurs lui répondit « Le patron est parti marcher dans la Pampa, il revient dans 10 jours, rappelez dans 10 jours ». Ça, c'est un coup à se faire virer. Bref, donc, je m'étais dit lorsque la responsabilité a été confiée à mon successeur que jamais plus je ne reviendrai à Kerguelen. Et puis, il m'arrivait parfois, dans mon chalet à Passy, là au-dessus, de dérouler sur la table du salon la grande carte IGN, et puis de regarder, de dire, voilà, on pourrait partir de là, aller là. Là, il y a un col, là, il y a un isthme, là, il y a une cabane. Là, il y a une cascade, enfin bon, bref. Et d'imaginer des trajets d'autant plus talentueux que je n'imaginais pas de pouvoir les faire. Et puis, au bout de 4 ou 5 livres, j'ai enfin trouvé l'idée, pour revenir à Kerguelen, comme c'est assez compliqué d'y aller, l'idée était d'avoir la promesse d'un livre. Et ça, c'est quand même un truc assez particulier, puisque la première démarche que j'ai faite, c'était de demander à Antoine Gallimard de m'écrire une lettre en disant « Cher François, je publierai votre livre lorsque vous l'aurez fait, par définition, puisque je ne pouvais présenter aucun manuscrit, puisque l'histoire était devant moi. » Je ne suis pas sûr qu'Antoine Gallimard signe aisément de telles promesses, qui n'engagent d'ailleurs personne, puisque... Voilà. Mais armé de cette lettre, j'ai pu contacter l'administration des terres australes et leur promettre qu'il y aurait une restitution. Et ça a eu un effet intéressant, c'est que donc après on monte l'expédition, nous partons à 4, nous marchons 25 jours dans la pluie et le vent, surtout le vent, la pluie, oui bien sûr il pleut, mais c'est surtout le vent qui est un adversaire résolu. Et au bout de 25 jours, nous étions toujours 4, nous adressions toujours la parole et nous avons rembarqué sur le bateau du retour. Mais pendant ces 25 jours, il y avait une différence entre mes 3 compagnons et moi, c'est qu'eux marchaient, et moi je marchais,
et j'étais en même temps le chroniqueur de la marche. Parce qu'il fallait bien qu'à la sortie, je donne à Antoine Gallimard un manuscrit, que le livre soit publié, que l'illustration et la restitution qui légitimait notre présence. Donc, marcheur et chroniqueur, tous les soirs sous la tente, je sortais mon petit carnet noir et j'écrivais 1 page, 2 pages, 3 pages, puis peu à peu, de plus en plus. Le dernier jour, j'ai écrit 15 pages d'affilée, et c'est sur ce matériau que j'ai écrit, le livre. Donc voilà, pour moi, la marche et le livre se sont entrelacés d'une manière assez particulière, l'un tirant l'autre, l'autre tirant l'un, pendant les 3 années de préparation, les 25 jours de marche et les 18 mois d'écriture du livre. Voilà, la marche et le livre ont fait une valse au centre de laquelle je me trouvais. Le livre et les photographies, parce que théoriquement devrait passer en fond d'écran donc quelques photographies de l'un des 4 garçons dans le vent là, qui parcourait Kerguelen et qui était, je pense, officier de marine, hein, c'est ça auparavant, et qui. Il y a 2 photographes. Oui, sur les 4, j'avais la chance d'avoir 2 photographes, donc effectivement il y a un officier de marine et un guide. Donc théoriquement les photos devraient arriver sur le fond de l'écran. Donc on a vu à Kerguelen que c'était 4 garçons dans le vent, je l'ai dit, mais en Iran, donc c'était 2... 4 garçons, je tiens à préciser que notre traversée intégrale de Kerguelen n'était pas la première, mais la deuxième, puisque Isabelle Autissier avait déjà fait un trajet assez comparable. Donc nous nous vantons d'avoir été la première intégrale masculine de cette traversée. Voilà. Et en Iran, donc c'était 2 filles sous le soleil de l'Iran. Donc un parcours à donner le vertige, mais aussi une quête du passé, Tout à fait. randonnée sur les traces du père. Voilà, alors moi je suis partie, donc déjà bonjour à tous. Moi je suis partie en Iran, qui est un pays que je connais bien, puisqu'une partie de ma famille est iranienne. Mais je suis partie là sur les traces de mon père, qui en 1956 y avait mené une expédition d'alpinistes, lors de laquelle ils avaient fait 3 ouvertures, 2 dans le massif de l'Alamkou, une au Damovan, qui est le point culminant. Et j'y suis partie pour un petit peu me réapproprier leur histoire, et également, vous avez utilisé le terme de s'élever tout à l'heure, et je me suis dit, quand vous le disiez, Michel, moi je ne me suis pas vraiment élevée, j'avais plutôt l'impression de m'enfoncer quand je faisais ce voyage, quand je faisais cette marche, puisque l'objectif c'était vraiment de s'enfoncer dans cette matière de la montagne et de la mémoire, et de me souvenir, sachant que j'ai perdu mon père quand j'avais 10 ans et que je partais donc sur les traces du jeune homme qu'il avait été, ce qui allait inévitablement faire ressurgir le père qu'il avait été pour moi plus tard. Et par ailleurs, je voulais me réapproprier cette histoire, et ce qui était formidable, c'était que j'étais guidée, accompagnée, maternée, paternée même peut-être, par une fille formidable qui s'appelle Zoré Ofori, qui est la première iranienne guide de haute montagne. C'est à elle que vous faisiez allusion. Et donc, après l'expédition des 6 Stéphanois de 1956, puisqu'ils étaient 6 petits ouvriers de Saint-Étienne à être partis en 1956, c'était vraiment l'époque, c'était l'époque des cordées de voyous, de Parago Berardini, etc., etc. Donc, c'est l'époque où l'alpinisme se démocratise un petit peu. Et donc, après les 6 garçons de 1956, nous, on était les 2 filles, sur leurs traces, et en même temps traçons notre propre chemin, puisque la montagne a évidemment beaucoup changé entre 1956 et 2021, l'été où je suis partie. Ce qui était en glace et en neige, enfin ce qui était en neige est maintenant en glace, ce qui était en glace est maintenant plutôt en rocher, voire en poussière. Ça n'en demeure pas moins intéressant, mais c'est autre chose. Et donc on est parti sur leurs traces, mais également pour faire les nôtres. Je ne sais pas si c'était un peu le sens de votre question. Oui, tout à fait. En tout cas, vertige perçant, c'est un peu le tournis que provoquent les oscillations de ces vies, celle du père et celle de la fille, de ces vies qui rebondissent à 60 ans d'intervalle sur des parois qui sont partagées à titre posthume. Et c'est, je pense, un élément très, très fort de cet ouvrage. Le fait qu'il y ait tant de temps qui soit passé, oui, je suis assez d'accord. Et c'était une des raisons pour lesquelles également j'ai écrit, parce que donc j'ai perdu ce père quand j'avais 10 ans. J'ai fait ce voyage quand j'avais 39 ans. Il y a quasiment 30 ans qui se sont passés avant que j'écrive sur le sujet. C'était vraiment le temps de la maturation nécessaire. Et en même temps, les témoins étaient décédés, etc. Il fallait tout reconstituer.
ou plutôt observer la façon dont ça se reconstituait malgré moi, et puis ensuite tirer les fils et poursuivre. Vous savez, c'est Sylvain Tesson qui dit le mouvement fouette l'imagination. Moi, je dirais le mouvement peut aussi fouetter la mémoire, en fait. Et marchant sur les traces de Sper en Iran, glissant, parce que évidemment la marche, puisque c'est quand même la thématique, hein, la marche, elle est intéressante parce qu'elle peut, quand elle est plutôt tranquille, permettre une activité qui est à mi-chemin de l'introspection et des associations d'idées générées par ce que provoque la juxtaposition et la succession des paysages. Donc quelque chose d'assez intérieur et en même temps avec une association vers l'extérieur. Et donc, glissant sur les petits cailloux iraniens, je me rappelais glissant sur les petits cailloux de Loisan, hein, qui est très célèbre pour ses pierriers, n'est-ce pas, et ça revivifiait une autre strate temporelle d'une certaine manière. Voilà, donc c'est un des éléments essentiels, en effet. On voit bien que marcher, c'est partager. Une vie de marcheur, c'est une vie de partage, une vie de partage à la découverte du monde et une vie d'aventure. Et c'est ce que Bernard Ami nous fait partager dans un alpinisme d'aventure où il s'est ouvert vers le haut sur toutes les montagnes du monde. Ça marche. Bernard Ami ayant été le premier président d'honneur du premier salon du livre international du livre de montagne, à l'époque où François Garde, qui a créé ce salon, était le président de l'association. Bonjour à tous et merci Michel de nous avoir rassemblés ici. Si j'ai bien compris, en fait, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on va en montagne et pourquoi est-ce qu'on part en montagne. Voilà. Je commencerai par y citer un écrivain que vous connaissez sans doute, qui est le grand écrivain et grimpeur italien Eri De Luca, qui a dit une fois grimper, c'est tourner le dos à la mer. Et ce qu'il voulait dire, c'était qu'en tant que napolitain, il aurait dû être marin. Et c'est la montagne qui lui a permis de fuir cette évocation maritime et de se tourner vers les montagnes. Et donc je pense que ce qui est important, c'est de se souvenir que si on se demande et pourquoi est-ce qu'on va en montagne, l'explication classique, c'est parce qu'on veut gravir les montagnes. Mais il y a quand même aussi autre chose, c'est que pour gravir une montagne, il faut d'abord partir. Et donc, il faut marcher. Et marcher, c'est tourner le dos à quelque chose. Partir en montagne, c'est forcément pour beaucoup, au début, au moins, c'est fuir quelque chose. Et ce que j'ai pu, moi, en fait, vivre ensuite sur pas mal de montagnes du monde, c'est justement cette double découverte, la découverte d'une nouvelle montagne. Je ne sais pas si ça ne s'affiche pas. Non, on verra les photos qui passent en tourniquet, voilà. Donc t'inquiète pas. Donc, à partir de mes premières montagnes, les deux premières, ça a été une que vous connaissez tous ici, c'est le Maule, qui a entre ici et Genève, qui est la montagne emblématique des Genevois quand ils regardent le massif du Mont Blanc. Ensuite, j'ai eu la chance de découvrir une autre très belle montagne, qui est la montagne Sainte-Victoire au-dessus de Aix-en-Provence. Et là, en fait, j'ai découvert un autre type de montagne, un autre type de paysage. Mais il y avait toujours aussi cette idée que pour aller grimper à la montagne Sainte-Victoire, il fallait marcher et quitter Aix-en-Provence, etc. Et puis, ce qui se passe en général, c'est que du sommet de ces premières montagnes, on en découvre d'autres au loin. On a envie d'aller les visiter. Et de là, on commence à faire une espèce de saut-mouton qui fait qu'on finit même par aboutir
sur des parois en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Himalaya, au Groenland et dans beaucoup d'autres endroits. Je ne suis jamais allé au Ekerguelen. Je ne suis pas... J'ai dû faire une escale en Iran. Voilà. Je sais qu'en Iran, il y a de formidables parois à aller grimper là-bas. Et je sais qu'il y a des alpinistes et des grimpeurs français qui sont allés là-bas. Mais il y a tellement de montagnes dans le monde que si on se met à vouloir connaître beaucoup de montagnes sur la planète, il faut plus d'une vie, mais c'est bon. Donc je pense que pour l'instant, on va tourner un peu autour de nos montagnes locales, mais il y a toujours, j'en reste à cette idée que aller en montagne, c'est à la fois gravir une montagne et c'est partir. On part grimper, que ce soit en marchant, en voiture, à vélo, ça, mais il y a toujours cette idée du départ et pour certains de la fuite. En tout cas, il y a dans ton ouvrage un désir inassouvi d'élévation, hein, et une émotion sans cesse renouvelée vis-à-vis du rocher parfait, du calcaire magnifique, etc. Et cette émotion ressentie auprès de la nature elle-même, c'est une émotion aussi que l'on peut ressentir auprès des personnes qui vivent en montagne. Et dans l'ouvrage de Francine Brondex, il y a vraiment non pas une attirance, mais une description des relations qu'il peut y avoir entre les personnes qui vivent en montagne, et notamment en montagne de Guyane, et puis le paysage qui les entoure. Déjà aussi, merci pour l'invitation. Alors effectivement, vous l'avez entendu, mon nom c'est Francine Brondex. C'est un patronyme qui sonne très très local. Donc il n'y a pas grand-chose qui me prédisposait à me retrouver en forêt guyanaise à partir de ça, parce que née dans les montagnes, j'étais aussi plutôt attirée par les montagnes. Mais je suis aussi biologiste de formation, donc très très curieuse du monde vivant, et ça m'a amenée à voyager sur différents continents pour aller observer le vivant, la faune, et en particulier en forêt amazonienne, en Guyane, au Brésil, en Équateur. Et comme tous les voyageurs, on met son nez dans les cartes à un moment donné. Et les cartes, je pense qu'on est tous d'accord autour de la table, elles ont un pouvoir d'évocation, et les noms qu'on y croise. Et j'ai vu noter à la frontière entre la Guyane et le Brésil les monts Tumucumac. Alors forcément, un nom comme ça, ça a un pouvoir d'évocation, on a envie d'en savoir plus. Des montagnes au sud de la Guyane, ça collait pas bien avec mes cours de géographie non plus, en fait. Pour moi, j'avais jamais entendu parler de montagnes en Guyane. Donc ça a attiré ma curiosité et j'ai voulu en savoir un petit peu plus. C'est extrêmement difficile d'accès, le sud de la Guyane, la frontière avec le Brésil. Quand moi je suis allée en Guyane, je me suis rendu compte que je faisais que effleurer le littoral et qu'il aurait fallu justement tourner le dos à la mer et vraiment s'enfoncer en forêt pour aller à la rencontre de ces montagnes. Mais bon, il reste toujours les livres et la documentation et du coup ça m'a donné envie de creuser sur ces montagnes. Et en fait, en creusant, je me suis rendu compte que ce nom, il avait été forgé par les explorateurs du 19e, des géographes, qui avaient nommé ces montagnes, qui les avaient décrits. Il y a notamment quelqu'un qui s'appelle Coudreau, qui a dit que la Guyane s'élève comme un amphithéâtre de la mer jusqu'au mont Tumucumac, comme les grandes marches d'un escalier, comme l'amphithéâtre un peu dans lequel on est. Donc voilà, lui, il parlait d'une chaîne de montagnes de 300 km de long, 200 km de large, des sortes de Pyrénées ou un Himalaya tropical. Et puis, au fur et à mesure des explorations, jusque dans les années 50, et notamment en 1956, qui est décidément une année d'exploration, il y a une mission de l'IGN qui est allée sur place. On a eu les relevés aussi de photos aériennes, et on s'est rendu compte que ces montagnes, alors certes, il y a ce qu'on appelle des Inselberg, des énormes dômes de granit qui émergent de la forêt.
mais en aucun cas une chaîne comparable aux Alpes ou à l'Himalaya. Et ça, c'est fascinant, je trouve, parce que ça nous dit aussi le pouvoir de fantasmes et de représentation qu'ont les montagnes. Et ils avaient tellement envie de les voir qu'ils les ont inventées, finalement. Bon, évidemment, ils y ont placé aussi un Eldorado. On y voyait des richesses extraordinaires. C'est tout cet imaginaire-là autour des montagnes et des géographes du 19e. Donc, en quelque sorte, cette histoire, c'est un peu voilà, que le récit est plus grand que la réalité. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait une fiction pour aborder ces montagnes un peu mystérieuses, légendaires, mythiques. D'où l'idée de ce livre qui raconte une double histoire, une histoire parallèle entre une jeune scientifique qui part en Guyane pour sa thèse, qui est biologiste, mais aussi qui va se retrouver donc chez les Wayana, qui est un des 6 peuples autochtones de Guyane. Et là aussi, ça va transformer sa vision et sa représentation du monde. Et elle va trouver aussi les carnets d'un explorateur des années 50, donc qui est très inspiré de personnes réelles, notamment de quelqu'un qui s'appelle Raymond Maufray, qui avait une obsession d'aller chercher ces monts Tumucumac. Donc voilà un tout petit peu la trame. Et voilà, moi, ce qui m'a fasciné dans cette histoire, c'est encore une fois vraiment le pouvoir de l'imaginaire et à quel point les montagnes sont une source de légendes, de mythes et ont un pouvoir d'attraction fort. Merci. Donc cette évocation d'un idéal de pureté incite à retourner à l'état sauvage et à s'épanouir vers les hauteurs pour échapper au bruit de la ville et à l'esprit grossier des rues de Paris, probablement. Ludovic, Écoutez, oui. Alors je suis assez admiratif de tous les récits, les témoignages que j'ai entendus, que ce soit en Iran, au Kerguelen, en Guyane. J'ignorais qu'il y avait des monts. Et puis les montagnes que vous avez évoquées à travers le monde. Mon récit est beaucoup plus modeste et en fait il rappelle que la montagne, comme vous le soulignez, en tout cas le promontoire, est à la mesure de ce dont on dispose, là où on habite et là où on vit. Et après avoir fait beaucoup de montagnes ici dans la région, et notamment avoir eu l'opportunité de grimper le Mont Blanc ou les Grands Charmeaux, comme je suis un habitant, comme beaucoup de Français, j'habite dans une ville, eh bien, la plupart du temps, je n'ai pas accès à la montagne. Donc, je suis très frustré de ça, et j'habite Paris, et n'ayant pas la montagne, comment je fais si je veux faire de l'alpinisme ? Eh bien, Sylvain Tesson, à côté de qui je suis son éditeur chez Gallimard, et par ailleurs, j'ai fait c'est lui qui m'a initié à l'alpinisme. Et on est voisins à Paris, en tout cas, on a été voisins pendant une période, et il m'a, c'est ce que je raconte dans le récit, il m'a initié à la grimpe, à l'escalade urbaine. N'ayant pas la possibilité pendant l'année de grimper en montagne, eh bien, on s'est dit qu'on allait grimper les toits de Paris et faire de ces toits et faire de ces monuments, les églises, les musées, les immeubles, en faire des voies et en faire des montagnes. Et on a envisagé la ville comme une montagne. Et effectivement, quand on se retrouvait là-haut, chaque soir après soir, on se rendait bien compte que les toits de Paris sont une sorte de territoire où on peut retrouver, en plus petit, en plus modeste certes, ce sentiment d'élévation, ce sentiment de hauteur qui nous pousse à aller là-haut. Et une autre chose m'a aussi beaucoup intéressé dans cette histoire, c'est que, en général, quand on tourne le dos à la mer, quand on prend une carte pour aller grimper quelque part, on le fait rarement seul, en fait. Et en tout cas, mon expérience de la montagne ici et des grimpes à Paris, sur les toits, qui sont interdites, c'est que on le fait parce qu'on est entraîné par quelqu'un, ou on le fait aussi avec quelqu'un. Et il y a un désir
d'élévation, un désir de changer radicalement les choses au niveau du sol quand on part là-haut, parce qu'on est attiré par quelque chose qui a à voir avec l'esprit, je pense, mais aussi parce que ce désir d'élévation se conjugue avec un partage et avec une histoire, une histoire amicale, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Et ça, pour moi, c'est important. On partage quelque chose quand on vit quelque chose, on vit une expérience qui a un retentissement intérieur, qui vous nourrit. On peut tout à fait ressentir ça en faisant de la moyenne montagne, en faisant une marche, en allant à la flégère, en marchant tranquillement. Au fond, ce n'est pas une question d'altitude, c'est une question de position. C'est d'être légèrement au-dessus de ce que l'on vit dans l'ordinaire. Et cette dimension de partage, pour moi, est très importante. Alors, évidemment, en allant sur les toits de Paris, ce que je raconte dans le livre, c'est que, comme c'est interdit, eh bien, contrairement à la montagne où ce n'est pas interdit, où vous ne dérangez jamais que les marmottes ou les choucasses, quand vous êtes à Paris, que vous allez sur les toits et que vous commencez à faire des traversées, vous dérangez les voisins. Donc, ce qui arrive dans le livre, c'est qu'on est un peu, on est poursuivi par la police parce que on dérange les gens. Mais bon, bref, ça valait le coup en tout cas. La montagne est un espace de liberté, dit-on, et les toits de Paris sont très encadrés sur le plan administratif. Donc il y a une notion de transgression qui amène peut-être à se dépasser soi-même et à chercher probablement à exister soi-même à travers cette transgression, non ? Encore une fois, la transgression est toujours à la mesure de chaque personne. On peut tout à fait transgresser en allant, je ne sais pas, en allant à l'aiguille du Midi, en prenant le téléphérique, parce qu'on est paralysé par le vertige, et pour soi-même, c'est un exploit. Ou alors, comme de grands alpinistes, puisque l'endroit d'où nous parlons aujourd'hui, quand vous allez là-haut à Chamonix, vous avez les plus grands champions qui sont là et qui ont fait des exploits. Mais j'ai la faiblesse de croire que chaque chose, on peut très bien être dans la même démarche qu'un grand champion parce qu'on va au-delà de ses limites et on va au-delà de sa zone de confort. Ou alors parce que ça nourrit quelque chose qui est un fantasme. Par exemple, il y a un livre que j'aime bien qui s'appelle Le monde analogue de René Daumal. C'est l'histoire d'une montagne qui n'existe pas, qui est purement imaginaire et qui suscite un désir fou d'écriture chez cet écrivain. Et bien voilà, la montagne est autant réelle qu'elle est imaginaire. Elle a un pouvoir d'évocation, un pouvoir d'enchantement, un pouvoir de fascination et d'envoûtement qui est presque aussi fort que sa réalité dans les cartes ou que sa réalité sous les pas, comme disait François Garde, quand on marche, quand on fait son récit. Mais il ne faut jamais oublier qu'elle est aussi un fantasme qui a une très très forte, un très fort pouvoir dans l'esprit, sur l'esprit. Voilà, et tout cela amène à philosopher et plus encore à philosopher la nuit en surplomb du Café de Flore, ce qui amène à penser que l'alpinisme est un humanisme, quelque part du moins à Paris. Et en tout cas, c'est une façon de se réaliser, de réaliser ses rêves. Et on parlait de cet encadrement administratif qui pousse à la transgression, mais dans le cadre des activités ascensionnelles, il y a ceux qui sont très fermes sur la doctrine, sur la réglementation, et puis ceux qui se sentent libres de prendre un peu de large par rapport à l'idéologie dominante des doctrinaires de l'alpinisme. Qu'est-ce que tu en penses, Bernard ? Depuis les débuts de l'alpinisme, les alpinistes ont toujours clamé que la montagne était un espace de liberté. Et d'abord, une petite remarque.
à propos de ce que tu viens de dire là, on ne dépasse jamais ses limites, on les repousse. Et ceux qui, un jour, ont dépassé leurs limites, je pense qu'ils n'en sont pas revenus, tout simplement. Donc, il faut cette idée de repousser ses limites et celle, en fait, il faut en fait éviter de dire « je me suis dépassé », par exemple. Non, vous avez été plus loin que ce que vous pensiez pouvoir faire. Et une fois qu'on est en montagne, le problème, c'est de pouvoir en fait et tenir le coup. Et là, on se retrouve face à soi-même parce qu'on est dans ce fameux espace de liberté. Alors, il se trouve que peut-être il est sans doute interdit de grimper sur les toits de Paris. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a pas mal de falaises en France où il est interdit de grimper. Et où les grimpeurs ils commencent à se dire qu'il va falloir qu'ils partent de nuit en essayant d'être le plus silencieux possible, Alors, il y a cette idée, en fait, de la liberté. Bon. C'est la liberté par rapport à ce que, justement, on a voulu quitter. C'est la liberté et par rapport à ce qu'on a voulu... j'ai employé tout à l'heure le mot de fuite, et je pense que c'est ça, en fait, qu'on commence par rechercher. Ensuite, il y a ce que j'appelle, moi, les valeurs ajoutées de l'alpinisme. C'est-à-dire, les premières motivations sont partir, trouver autre chose, etc. Et une fois qu'on a commencé à grimper, on découvre d'autres plaisirs qui sont, et par exemple, le plaisir est technique et de la grimpe, le plaisir parfois presque spirituel de l'élévation, et tout ça, c'est des choses que l'alpinisme nous apporte une fois qu'on a commencé à le pratiquer. Et je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est que la montagne reste un espace de liberté dans lequel on puisse continuer à vivre toutes ces valeurs ajoutées de l'alpinisme. Alors, qu'on trouve ça sur les façades des murs et de Paris, ou qu'on le trouve en montagne, pour moi, c'est un peu en fait la même chose. Ceux qui ont inventé l'escalade urbaine, c'est les étudiants anglais à Cambridge. Et tout simplement parce qu'ils étaient sur les îles britanniques où il n'y a pas beaucoup de montagnes. Et donc, ils ont commencé à grimper sur les murs de l'université. Et peu à peu, ils ont découvert cette nouvelle activité qui est devenue aujourd'hui, avec donc la danse sur les murs, avec donc il y a une troupe française qui pratique donc toute cette escalade et qui organise des spectacles. Donc, qu'on soit sur des murs ou en montagne, je pense qu'en fait, le grand principe, c'est celui de la liberté. Voilà. En tout cas, en Grande-Bretagne, on peut toujours essayer de grimper sur un trône, mais c'est une éventualité qui n'est pas très fréquente. Donc, effectivement, il vaut mieux franchir la Manche et venir grimper à Paris. En tout cas, dans ces processus ascensionnels, il convient de braver sans cesse le danger, et on est partagé probablement entre l'absurdité du risque que l'on est amené à prendre ou à mépriser ou à maîtriser, et les plaisirs que l'on peut prendre à marcher, à grimper, à s'élever, à s'épanouir. Et pour ce qui est de la marche à Kerguelen, mais pour ce qui est aussi des aventures polaires de François, comment fait-on la distinction entre cette prise de risque et puis cette recherche d'un plaisir, probablement? Ah, mais moi, je ne prends pas de risque. Hein. C'est pas pensable. Je suis père de famille.
J'ai une femme et des enfants que j'aime, j'ai envie de les revoir. Nous étions 3 pères de famille sur les 4. Et le risque, au sens où certains en prennent en montagne, moi, ça ne m'attire pas du tout. Les considérations sur la liberté, moi qui ai passé toute ma vie à administrer ceci ou cela, j'ai passé aussi ma vie à rappeler les règles de sécurité et à rappeler aux imprudents que s'ils avaient envie d'exposer leur vie, ça n'était pas que leur affaire, parce que lorsqu'ils seraient en difficulté, qu'ils appelleraient, on enverrait d'autres gars pour les chercher, et que tout ça allait coûter très cher, et qu'il faut prendre tout ça en considération, pas simplement son petit plaisir hédoniste du moment pour avoir des histoires à raconter dans les bars. Donc la montagne n'est pas plus un espace de liberté que la plaine. Il n'y a pas de droit particulier applicable à la montagne en cette matière. On secourt gratuitement les alpinistes, comme on secourt gratuitement les accidentés du bord de la route, comme on secourt gratuitement les gens qui se perdent en mer. Ça fait partie de notre contrat social, et comme tout contrat, il ne faut pas en abuser. Mais au-delà de ces considérations un petit peu sévères, moi je voudrais insister sur un autre aspect, qui est le rôle de la marche dans l'écriture elle-même, parce que nous n'écrivons pas que des livres de marche. En tout cas, globalement, il n'y a pas que des livres de marche ou d'alpinisme qui sont proposés à l'attention des lecteurs. Et moi, ce que j'ai remarqué dans mon processus d'écriture, je ne peux parler que de moi, c'est que quel que soit le sujet, donc encore une fois, pas que sur le livre sur Kerguelen, quel que soit le sujet, la marche participe au processus d'écriture. Je peux écrire pendant 1 heure, 1 heure et demie maximum. Au bout, je suis séché ou épuisé. Et il n'y a rien de tel que de partir marcher, ne serait-ce qu'1 heure et demie dans la montagne au-dessus de chez moi, pour remettre à flot le navire de l'inspiration. Et à l'inverse, ou en complément, parfois je pars marcher juste par plaisir. Moi, je marche souvent tout seul parce que j'aime ça. Et le roman qui est en train de s'écrire, il n'est pas dans le sac à dos, mais il réclame. Et il y a des idées, il y a des mots, il y a des phrases, il y a des situations qui viennent comme ça. Et maintenant, au début, ça me surprenait d'avoir ce surgissement au rythme du pas dans la montagne. Et du coup, il y a des choses qui sont super bien, enfin, qui vous paraissent super bien, et il y a le risque de les oublier. Donc maintenant, j'ai toujours un petit carnet et un crayon dans mon sac à dos. Je note l'idée qui, lorsque le cerveau est hyper oxygéné par la marche, cette idée vous paraît géniale. C'est exactement ça, etc. Bon, après, quand on rentre et qu'on se remet à travailler, on s'aperçoit que, ma foi, dans les idées géniales qui ont surgi dans la matinée, sur 5, on va peut-être en garder que 2, mais c'est déjà ça. Et ainsi, la marche participe d'une manière très, très subtile et très inconsciente au processus d'écriture. Le roman ne s'écrit pas que quand on est devant sa table avec sa feuille de papier et qu'on aligne des mots. Le roman, on le porte pendant 18 mois. Alors, je ne pourrais pas faire de comparaison avec une femme portant un enfant parce que c'est une expérience que je n'ai pas vécue, que je ne peux qu'imaginer. Mais en permanence, le roman est là. Le roman vous travaille ou se travaille, et il se travaille mieux dans le mouvement que dans l'immobilité. D'ailleurs, Platon philosophait en marchant, Rousseau herborisait et réfléchissait en même temps dans le parc d'Ermenonville. Alors à l'inverse, Balzac ou Flaubert étaient des bureaucrates qui allaient au bureau à 8 heures et qui grattaient toute la journée. Bref, chacun fait comme il veut, et je ne prétends pas du tout que mon expérience soit universelle ou même intéressante, mais en tout cas, le rapport à la marche, il est aussi dans le processus d'écriture, et on pourrait filer toutes sortes de métaphores sur la progression du récit, la manière dont ça se construit par rapport au récit, par rapport à la réalité d'une marche ou d'une ascension. Il y a toute une série de points communs. Et quand on finit un livre, moi j'ai toujours cette sensation-là, quand on arrive à la fin de la version 1, qu'hélas suivront des versions 2 et des versions 3, mais quand on arrive à la version 1 et qu'on est délesté du poids de conduire le récit jusqu'à son terme, j'ai vraiment l'impression d'arriver au sommet de la montagne et de poser mon sac à dos. Voilà.
En tout cas, comme on peut le voir sur la très belle affiche du salon qui est signée par Elsa Chauvet, une jeune artiste de Saint-Gervais, on peut encore marcher en lisant ou en écrivant jusqu'à ce qu'un arrêté municipal vienne l'interdire. En tout cas, la marche stimule la pensée. Hein. C'était la recommandation de Giono, hein, de toujours marcher pour penser mieux et ne jamais s'arrêter de penser. Mais est-ce que c'est la marche ou est-ce que c'est l'effort qui stimule la pensée, l'imagination et la création? Alors, on a la chance d'avoir un spécialiste des neurosciences. Là, il va peut-être pouvoir nous expliquer ce qui se passe un peu dans ce que Tesson appelle le ciboulot. Tu veux savoir ce qui se passe dans notre cerveau quand on marche? Oui, parce que si on se balade en plaine, est-ce que la stimulation de l'imagination est la même? Enfin, je veux dire, faut-il qu'il y ait un effort qui soit associé à la marche pour que, effectivement, les neurotransmetteurs, etc., fassent leur action? Non, il se passe dans notre cerveau beaucoup de choses à chaque instant, heureusement. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il se trouve qu'on a bien étudié ce qui se passe quand on monte et quand on s'élève. Là, il se passe des choses particulières qui fait qu'on va se mettre à interpréter toutes nos données sensitives de manière assez différente de celles qu'on observe quand on est à plat ici, à se déplacer sur du plat. Voilà. Bon. Alors ensuite, je pense que quand on entre donc dans la marche, mais dans la marche un peu sportive, pas simplement la marche pour se déplacer dans une pièce, là on entre dans un autre domaine qui est le domaine de l'effort sportif. Et on peut en fait en arriver à ceux qui vont ensuite y pratiquer des marches ou des courses sportives, et où là, effectivement, l'effort sportif va faire que vous allez avoir des réactions chimiques dans votre cerveau qui fait que vous allez percevoir le monde de manière différente. De là à penser que ça stimule l'écriture, ça j'en suis moins sûr. Ça. Voilà. Oui. Par contre, le fait d'alterner les périodes d'écriture, comme François Garde le décrivait, là, on alterne les périodes d'écriture et les marches. Voilà, je pense qu'en fait, l'effort physique va vous délivrer de certains blocages qui fait qu'on s'est arrêté d'écrire. Voilà. Mais l'effort physique en soi, je ne suis pas sûr qu'il va faire quelque chose sur votre faculté d'écrire. Voilà. Donc il ne faut pas forcément recommander à Ludovic Escande, qui est éditeur, d'emmener ses auteurs dans un processus ascensionnel pour stimuler leur imagination et faciliter leur création. Est-ce que tu leur proposes, est-ce que tu leur conseilles d'aller... Ah non, alors en fait c'est l'inverse, c'est moi qui ai été invité par Sylvain Tesson et Ruffin à faire de l'escalade, donc c'est eux qui m'ont fait découvrir cette... Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est-à-dire que j'ai un autre rapport à l'effort, c'est que j'ai quand même découvert qu'en montagne, l'effort, comme le disait François Garde tout à l'heure, stimule par un effet d'oxygénation plus intense l'imagination et l'esprit, et que vous viennent des idées que je n'aurais pas eues. Je ne sais pas si vous, quand vous étiez en Guyane, ou vous, madame, plus loin en Iran, le simple fait de se déplacer géographiquement, d'être en contact d'autres saveurs, d'autres sensations, d'avoir comme ça un effort différent, un rapport différent à son corps, dans la marche, ou dans l'escalade, ou dans le contact avec le rocher, votre corps est stimulé de manière tellement différente que arrivent à votre esprit d'autres idées qui, je pense, sur laquelle vous n'auriez pas eu accès
à ce désir d'écriture, à ces désirs d'imagination. Mais c'est juste une expérience plus modeste. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, madame, par rapport à la Guyane, qui est quand même assez extrême, puisque vous ignoriez même l'existence de ces montagnes. Moi aussi, d'ailleurs. Alors, peut-être deux volets en ce qui me concerne aux réflexions. Aller marcher en Guyane ou dans des environnements aussi différents de ceux qui nous sont familiers, c'est aussi mettre dans sa besace toute une provision de sensations, de relations au corps, enfin ce que vous décriviez aussi, qui sont nouvelles et qui, le cas échéant, donnent envie de partager. En fait, moi, c'est aussi une des motivations de ce roman, c'est de pouvoir raconter la forêt tropicale et transporter le lecteur dans un autre environnement. Donc il y a voilà, le fait d'aller à la rencontre de nouvelles sensations qui est très fécond. Et on n'a pas toujours la chance en permanence d'être sur les sentiers dans des pays exotiques, mais même sur le chemin qui est tout proche de la maison, effectivement, moi je retrouve pas mal le processus que décrivait François Garde, de parfois se sentir bloqué entre quatre murs, et le fait de faire respirer au grand air les pensées. Alors, de l'effort ou pas de l'effort, en ce qui me concerne, ce n'est pas forcément nécessairement un effort sportif intense, mais qui va effectivement débloquer un certain nombre de processus. Et peut-être pour aussi compléter sur quelque chose qui se disait avant, il y a quelque chose on parlait de la montagne et de la liberté, mais il y a aussi une petite dimension autour de l'inaccessible. Moi, je pense que ce qui m'a fasciné dans cette histoire de montagne plus ou moins réelle du sud de la Guyane, c'est la difficulté d'accès. Alors, moi-même, je ne suis pas allée jusqu'au sud de la Guyane, qui est d'ailleurs un territoire auquel on ne se rend pas comme ça, il faut des autorisations. Donc là aussi, il y a l'imaginaire qui est stimulé par le fait qu'on n'a pas accès à un endroit. Donc on va mêler ses propres sensations, ses propres souvenirs avec ce qu'on imagine du lieu. Et encore une fois, pour moi, la fiction a été la meilleure façon d'aborder les choses pour mêler ces deux dimensions qui sont autour de la montagne. Mais peut-être Émilie veut compléter du coup. Oui, merci beaucoup. Alors donc 2 points également sur cette question de la marche, comment elle entre en jeu dans le processus d'écriture. Moi, je ferais vraiment une distinction. J'y ai pensé d'ailleurs en voyant l'intitulé de cette table ronde qui était « Marcher, grimper au bout du monde ». En fait, pour moi, c'est pas du tout pareil de marcher sur un chemin relativement tranquille. Donc je dirais c'est la marche de moyenne montagne en général, c'est les 3/4 d'une marche d'approche en alpinisme, c'est la marche qu'on a sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est ce type de marche-là où le mouvement se fait de façon un petit peu automatique et où là, du coup, l'esprit est libre. Et peut-être que c'est différent selon les personnes, mais moi, à ce moment-là, je suis plus dans l'introspection, justement. Je ne suis pas fermée au monde totalement qui m'entoure, mais je parlais d'association tout à l'heure, c'est-à-dire que la succession des paysages crée un processus d'association. Et je ramène un peu tout à moi. Peut-être que c'est parce que je suis un peu égocentrique, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des choses qui se lient, un lien qui s'établit entre l'extérieur et l'intérieur, un peu de façon assez naturelle. Donc ça, c'est sur la marche tranquille, au long cours. Il faut quand même marcher un certain temps pour que ça se produise, bien entendu. C'est la marche la plus habituelle. Après, marcher dans un environnement scabreux, voire dangereux, sur le fil d'une arête ou grimper, pour moi, ça n'a rien à voir. Là, je suis complètement tournée vers l'extérieur, tout simplement parce qu'il y a une dimension, des choses se jouent. Alors là, à un autre niveau, il faut s'accrocher, je dirais. Là, il n'y a plus d'introspection du tout. Par contre, on peut ressentir des sensations, on peut avoir des sensations extrêmement fortes. On peut frôler quelque chose de l'ordre de la mort. Enfin, en tout cas, le risque est très présent. Donc, on va avoir quelque chose qui va être stimulé physiquement. Je ne sais pas comment ça se produit exactement, mais quelque chose de fort. Et puis, c'est là qu'on expérimente aussi, en tout cas, si on a la chance d'être encordé, la fraternité la plus forte. C'est dans ces moments où la marche devient de la grimpe, où la grimpe est vraiment de la grimpe, vous voyez. Et là, ça stimule tout à fait différemment en ce qui me concerne le processus d'écriture. Au moment où ça se joue, j'y pense pas, voilà. Ou alors, ça a pu arriver à quelques micro-moments. Par exemple, à un moment, on descend du trône de Salomon avec Zoré, là, dans mon dernier livre, et on glisse, et c'est extrêmement dangereux. Et je me dis, ça sera l'incipit du livre. Ça, c'est trop bien pour accrocher le lecteur. Donc, je peux y penser de façon très, très fugace, mais après, je me reconcentre sur mes pas, sur mes mains, sur le rocher, etc. Mais ce n'est pas très présent. Par contre, après,
à l'issue de ces moments plus intenses, donc de marche scabreuse ou d'escalade, là par contre, il y a des choses qui peuvent revenir, il y a un effet qui est provoqué a posteriori, je dirais. Et d'ailleurs, on parlait d'alternance tout à l'heure, ce que moi j'apprécie beaucoup, c'est d'alterner les longs moments de marche, entre guillemets, relativement tranquilles, où donc mon esprit s'égare, où je digère également ce que j'ai pu vivre, à des moments plus intenses, justement, et ces moments intenses qui donnent un petit coup de fouet, justement, à la machine de l'imagination et de la réflexion. Donc ça, c'est pour la façon dont la marche stimule. La marche et la grimpe peuvent, de façon tout à fait distincte, stimuler l'écriture. Bien sûr, on est d'autant plus stimulé qu'on commence à marcher en sachant qu'on va écrire. Il y a aussi évidemment, ça change des choses quand on part marcher pour écrire. Et je voudrais aussi revenir sur cette question de la liberté que vous abordiez, parce que donc, moi, j'ai un de mes personnages, il y a 3 personnages principaux dans Vertige persan. Il y a mon père, il y a Zoré Ofori, cette Iranienne guide de haute montagne, assez jeune, et puis bon, voilà, moi je suis la narratrice, j'existe aussi dans le livre. Et donc pour revenir à ce personnage de Zoré Ofori, elle vient d'une famille traditionnelle, elle a dû se battre contre la doxa, principalement familiale, plus encore que sociétale d'ailleurs, pour se mettre à la montagne, pardon. Et elle est vraiment avide de liberté, si vous voulez. Donc, elle va vivre la montagne comme un espace où elle peut être elle-même, justement, et où elle fait fi de tous les interdits, mais de façon extrême et extrêmement poussée, qu'il faut regarder avec un certain recul. On ne peut évidemment que la comprendre et l'encourager, et en même temps, on peut voir que ça peut générer des effets délétères. Par exemple, on arrive dans une zone plus montagneuse, on est encore dans la voiture, elle enlève et son foulard et sa ceinture de sécurité. Vous voyez ? Alors, oui, bien sûr, c'est amusant, mais en même temps, quand on sait le nombre de morts sur les routes qu'il y a en Iran, évidemment, il y a une frustration qui génère un appétit incroyable, vous voyez, de liberté. Et cet appétit de liberté, d'ailleurs, il ne s'arrête pas au sommet des montagnes, puisqu'elle est également une grande adepte des sports aériens, notamment du base jump. Donc le base jump, c'est après le parachute, ça consiste, si vous voulez, à ce base jump, c'est Building Antenna Span Earth, c'est-à-dire que c'est un acronyme. Ça consiste à partir d'un point haut, à sauter, et donc à tomber, à chuter, c'est de la chute libre, puis à ouvrir son parachute en dernière minute. D'accord ? Il se trouve que je connais beaucoup de gens qui pratiquent les sports aériens en Iran. J'ai du mal à ne pas faire le lien avec cet appétit de liberté dont je parlais précédemment. Et je disais ça aussi pour dire qu'au-delà du sommet et de l'élévation, il y a aussi justement la suite qui peut ne pas être un retour tranquille par le chemin, mais qui peut être aussi cette chute véritablement vertigineuse, au-delà de mes propres vertiges persans d'ailleurs. Voilà. Et peut-être juste pour terminer, j'en ai pour un instant, pardonnez-moi, parce que M. Ami disait tout à l'heure du coup qu'il y avait des falaises qui se fermaient aux grimpeurs, etc., etc. Pour avoir eu cette réflexion avec Zoré justement en Iran, où je lui disais mais qu'est-ce qui pourrait arrêter ? Et elle me disait qu'il y avait quand même une question qu'elle n'avait pas résolue, mais qui entrait en compte, c'était le respect du milieu. C'est-à-dire qu'une des raisons pour lesquelles il y a des falaises qui sont interdites, c'est aussi qu'il y a d'autres vivants que nous qui évoluons sur les falaises, et que bien entendu, notre liberté s'arrête où commence celle du voisin, quelle que soit la forme qui est la sienne. Voilà, pardon d'avoir été un peu longue. En tout cas, on a bien compris que marcher, c'était transmettre des émotions dans l'élégance et la solidarité. L'élégance, c'est l'élégance de la foulée dans sa fluidité, c'est l'élégance du beau geste, c'est l'élégance de la pensée, c'est l'élégance aussi du style. Et la solidarité, on la retrouve dans tous vos ouvrages. C'est l'amitié, c'est l'intimité avec le milieu naturel, et c'est voilà, la force des relations que l'on peut avoir avec les autres. Et dans cette marche à Kerguelen, cette solidarité devait être vraiment très, très, très forte pour pouvoir affronter quand même des éléments qui ne demandaient qu'à se déchaîner. Oui, évidemment, quand on part marcher 25 jours, il y a une aventure sportive personnelle, mais il y a aussi quelque chose qui se passe dans le groupe. Nous nous connaissions tous le terrain de Kerguelen, mais nous n'avions
jamais enduré pareille circonstance, et notamment le fait d'être tout le temps ensemble et tout le temps comptable des autres, de la sécurité des autres. Le premier jour, la première matin, il y a eu un banc de brume, ce qui est assez rare à Kerguelen, qui s'est tout d'un coup qui est tombé sur nous, et tout d'un coup, il y en a un qu'on ne voyait plus et qu'on n'entend plus parce que la ouate du brouillard arrête les sons. Et on l'appelle, et il y avait aussi le ressac et des cris des manchots. Il ne nous a pas entendus. Et moi, j'ai eu très peur là, pendant 5 minutes. Et puis le brouillard s'est dissipé. En fait, il était pas loin du tout. Mais là, on se rend compte que les 4 marcheurs sont unis par une espèce d'élastique qui fait que plus on s'éloigne du groupe, ça m'est aussi arrivé moi d'être celui qui était loin, plus on s'éloigne du groupe, plus l'élastique de rappel vous ramène vers le centre de gravité du groupe. Et évidemment, on vit ensemble, on mange ensemble, on dort ensemble. Pour des raisons de poids, on avait pris une tente de 3. Donc 3 grands gaillards de 1m80, 1m85, donc celui du milieu, tête bêche, hein, voilà. Et puis on avait pris un tout petit docteur pour mettre en travers à l'entrée de la tente. Donc on tenait à 4, et il fallait évidemment une délicatesse envers les autres de tout instant. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans cette marche, dans les relations interpersonnelles, on pourrait imaginer, vous mettez 4 gaillards ensemble dans une tente, hors toute vie sociale, ça parle de cul, ça parle de foot, ben pas du tout. Nous parlions très peu. Moi, j'étais très étonné, je suis plutôt bavard, comme vous le constatez. J'étais très étonné de ce silence. Souvent, on était là, on était bien, on n'avait pas besoin de parler. Et quand nous parlions, c'était toujours des sujets très, très, très sérieux, très profonds, pour des conversations qui, voilà, on avait besoin de frotter nos idées avec celles des 3 autres. Mais il y avait aussi de longues plages de silence. Et dans la vie quotidienne, moi aussi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est l'extrême politesse dont nous faisions preuve. On aurait pu penser que, ouais, 4 mecs, ouais, tu fais chier, machin, truc, etc. Et ben, si on fait ça un soir, le soir suivant sera ingérable. Et ça, on l'a tous senti sans y avoir réfléchi. Moi, c'est en voyant le processus. Les « pardon, s'il te plaît, excuse-moi » étaient constants, et ça a participé au succès du groupe. Et il y a eu un moment dans le livre, enfin un moment dans la marche, où il y a eu un peu de tension entre un et les 2 autres, des mots pas méchants, pas violents, mais parce que chacun faisait très attention, mais qui montraient qu'on n'était pas tout à fait sur le même projet, et que donc ça crée de la tension entre un et les 2 autres. Et moi, par lâcheté sûrement, par naïveté surtout, je n'avais absolument rien vu venir. Et je dois dire que le fait de les entendre se parler comme ça a été un moment douloureux, qui n'a pas duré très longtemps, mais un moment d'effondrement intérieur. Mais évidemment, nous n'étions pas des saints. Donc, au bout de 22 ou 23 jours, voilà, il y a eu ce petit accrochage qui n'a pas eu de conséquences, sauf de me révéler à moi-même ma propre naïveté, ma propre fragilité et mon propre besoin d'une harmonie parfaite qui, par définition, ne peut pas exister. Donc, ni l'enfer ni le paradis n'étaient les autres. Donc, c'était un apprentissage de la vie sociale. C'était plus proche du paradis que de l'enfer, quand même, hein, très nettement. Donc, on pourrait tous aller à Kerguelen. Peut-être que ça nous ferait du bien par les temps qui courent, qui sont parfois un peu moroses. En tout cas, on voit bien que marcher, c'est vraiment aussi se découvrir soi-même, se découvrir les autres, et c'est s'ouvrir à un monde qui n'est pas forcément celui dans lequel on a l'habitude d'évoluer. Et je pense que cette expérience guyanaise est une démonstration de ce besoin d'ouverture. Oui, complètement. Et d'ailleurs, ça rejoint tout à fait le thème qu'on vient d'évoquer de la cordée, de la relation à l'autre qui est différente quand on est transplanté comme ça à Kerguelen, sur les montagnes iraniennes ou dans la forêt guyanaise. Et dans la forêt guyanaise, la dimension particulière, bon, si on reste à proximité de la côte ou des villages, ça peut rester relativement simple. Mais si on veut vraiment s'enfoncer dans la forêt, la plupart du temps, il faut des guides, et notamment, je pense à l'expédition des années 50 sur laquelle je me suis appuyée. Rien ne se ferait sans les guides autochtones, donc en l'occurrence quelques Indiens Wayana,
mais aussi les populations qu'on appelle noirs-marrons, qui sont des descendants d'esclaves qui se sont échappés, qu'à l'époque on appelait les bonnies. Et là, c'est encore une autre dimension de relation, mais peut-être qui fait écho à ce que tu as vécu en Iran, parce que c'est de la relation humaine et c'est de la relation au-delà de sa propre culture, de sa propre langue, de sa propre vision du monde. Parce que là, on va vraiment vers des humains qui perçoivent l'environnement, la nature, le vivant, et qui la pensent de façon complètement différente de la nôtre. Et ça, c'est une autre dimension que j'ai trouvée passionnante en me documentant et en creusant pour écrire le livre. Et c'est une dimension que j'ai voulu raconter, puisque le personnage principal, qui est cette jeune scientifique, elle va se retrouver plongée dans un village Wayana, et c'est cette rencontre avec ces Amérindiens qui va aussi transformer sa relation au monde. Donc voilà, finalement, la relation humaine, elle traverse aussi tout ce qu'on raconte, quoi, par la rencontre, l'amitié, la cordée, ou le guide, la relation du guide et de celui qui est emmené sur ces terrains inaccessibles ou inconnus. Cette relation à l'autre, on la retrouve aussi sur les gouttières de Paris, avec la recherche d'une certaine plénitude et peut-être aussi d'une certaine sérénité, peut-être sinon pour fuir, du moins pour reprendre un peu de hauteur par rapport aux turpitudes de la vie quotidienne. Oui, précisément, c'est ce que je pensais à ça en vous écoutant les uns les autres, c'est que dans le récit que j'ai écrit, il y a aussi ce rapport à la vie ordinaire. La vie ordinaire prend beaucoup de place dans nos vies. Elle est ce qui fait son rythme, ce qui fait sa tranquillité. On a besoin de ça. Mais on a aussi besoin de sortir de cette vie ordinaire qui parfois peut être étouffante. On peut avoir le sentiment qu'elle nous bride, qu'elle nous empêche de vivre des choses voilà, qui pourraient nous nourrir plus fortement. Et on ressent très, très intensément, je trouve, ce poids de la vie ordinaire et du quotidien. Et ça me frappe quand je suis ici et que j'escalade. Hier, on est allé escalader au-dessus du lac d'Annecy, les Dents de l'Enfant, et on ressent cette force de quelque chose qui sort de l'ordinaire dans la cordée, dans l'escalade. Et vraiment, quand je suis en ville, je sens ce poids qui me pèse de la répétition, des contraintes, de suivre en permanence les règles, traverser dans les clous, etc., le poids de la vie professionnelle. Et qu'est-ce que j'ai trouvé dans la ville pour sortir de ce processus de vie ordinaire qui me pèse? Eh bien, je me suis rappelé, et avec Sylvain Tesson, on s'est rappelé qu'en montagne, quand on escalade, quand on marche, on ressent tout à coup, quelques heures, je dirais ce feu qui nous fait voir les choses un peu autrement, et on a vraiment l'impression d'exister autrement par rapport à cette norme. Eh bien, en grimpant en ville, en appliquant les principes de l'escalade, en grimpant les façades, en montant en haut du toit d'une église, mais sans faire de bruit, comme ça, juste en allant là-haut pour observer les lueurs de la ville, eh bien, on avait le sentiment, quelques heures, de voler comme ça, un tout petit peu de magie qui sortent de l'ordinaire. Et je pense qu'on a vraiment besoin, dans une époque très normative, qui nous impose beaucoup de contraintes, de trouver des chemins, des petits interstices, que ce soit les marchés autour de la maison, que ce soit prendre le temps d'aller se balader en forêt, ou comme le font mes personnages, d'aller grimper comme ça, ou de monter sur les toits de Paris. Je pense que c'est très très important, et ça permet aussi de se rafraîchir et de reprendre connexion avec le monde de manière plus apaisée, et avec les autres, avec ses enfants, avec ses amis. Voilà, c'est très important de trouver des parades pour sortir de l'ordinaire, mais sans mettre en danger les autres, mais vraiment, voilà, ça me semble important, et c'est ce que raconte ce livre vers les hauteurs. Un très bon livre. Alors, quand on
regarde et quand on lit attentivement le livre de Bernard Ami, on s'aperçoit qu'il n'a fait que grimper. Il était étudiant, il grimpait, il travaillait, il grimpait, il grimpe encore, enfin, vraiment. Et tout en goûtant à chaque page les plaisirs minuscules qui font le sel de la vie, en tout cas qui ont fait le sel de sa vie. Et vraiment, c'est la question que je voudrais lui poser, c'est de savoir si il a pu, à un moment ou à un autre, se rafraîchir dans la vie d'en bas, la vie qui est la nôtre, en fait, la vie des lecteurs. Bien sûr qu'il y a d'autres plaisirs que celui de la grimpe, mais ce sont d'autres plaisirs, et ce sont des plaisirs souvent qui nous ramènent vers cette fameuse vie d'en bas qui peut en fait nous peser, et qu'on va essayer de oublier sur les sommets, sur les parois, sur le rocher. Mais heureusement qu'il y a d'autres plaisirs, bien sûr. Voilà, tu nous rassures. Et on peut aller au concert, on peut aller au théâtre, on peut aller au cinéma, on peut lire des livres, on peut vivre de très 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 belles fêtes d'amitié. Bon, il y a un tas de choses à faire, mais de temps en temps, c'est bon de pouvoir y monter là-haut et se retrouver pour y revenir sur ce fameux thème et de la liberté là. Je suis d'accord avec François Garde que où qu'on soit en montagne, on n'est pas complètement libre, tout simplement parce que tout grimpeur, il devrait savoir, tout alpiniste, il devrait savoir qu'à chaque fois qu'il grimpe sur un sommet, il est sur un territoire communal. Et donc, il relève de certaines règles de la vie et communale, de la vie nationale, de la vie, tout ça. Donc, il est obligé de... Mais il y a une autre, en fait, liberté qui moi, il me paraît importante, c'est que l'alpiniste, quand il est avec son ami dans une course en montagne, il se retrouve seul. Et à chaque fois qu'il y a un problème à résoudre, une décision à prendre, il est libre de la prendre lui seul. C'est vrai. Alors, très souvent, c'est une liberté qui finit presque par faire peur, et les gens s'enferment dans des règles qu'ils pensent devoir observer. On trouve ça alors de manière presque caricaturale et pour moi dans la fameuse grimpe moderne, dans l'escalade sportive et moderne, où les gens se sont donné des règles et des limites et se sont enfermés dans une escalade où ils ne peuvent absolument pas faire ce qu'ils veulent. Voilà. Alors que quand je suis sur une arête du Mont Blanc, là au-dessus, je suis libre. Je suis libre, et ça, tout en sachant, et ça je suis entièrement d'accord, que je suis libre dans un espace derrière lequel il y a toute une société, il y a une famille, il y a des gens, il y a des amis, il y a des règles, etc., que je dois observer. C'est un peu ce qu'on appelle en droit une liberté conditionnelle. Et on est libre de venir et de faire venir au Salon du Livre et de consommer sans aucune restriction de liberté. François, tu es aussi à l'aise, je dirais, en montagne, en moyenne montagne, que sur la mer. Tu as beaucoup écrit sur la mer aussi. Est-ce qu'il y a une distinction que tu opérais entre le fait d'écrire sur la montagne et le fait d'écrire sur la mer, et notamment sur les mers gelées ? On m'a souvent demandé pourquoi vous qui habitez à la montagne, vous écrivez surtout sur la mer. Je dois dire que je ne sais pas répondre à cette question. Peut-être mon imaginaire se déploie plus librement face aux étendues océaniques que face à la verticalité des parois. Mais la mer, telle que je la pratique, moi je ne suis pas un voileux, donc je suis sur des gros bateaux. Et sur les gros bateaux, alors là pour le coup on n'a aucune liberté, quoi,
le commandant décide du cap à suivre, le repas est à 19h. Enfin voilà, c'est un monde extrêmement cadré, mais le bateau est évidemment bien souvent le seul moyen pour aller là où on veut aller. Mais mon imaginaire est plutôt, en matière maritime, attiré par les bateaux en bois des époques anciennes, enfin anciennes, voire très très anciennes, mais parce que je n'y connais rien. C'est ça qui est formidable quand on est écrivain, c'est qu'on peut vous faire rêver d'un bateau alors qu'on n'a pas la moitié d'une idée de comment ça fonctionne, quoi. Et qu'on serait bien incapable d'être ne serait-ce que le matelot le plus inexpérimenté. Mais la magie de l'écriture, c'est de vous faire croire que je connais tout ça et que je suis capable de mener aussi bien le bateau de Pythéas que celui sur lequel naviguait Narcisse Pelletier, c'est-à-dire un bateau à voile du XIXe siècle. Mais la mer est pour moi effectivement source d'inspiration, parce qu'elle est, même si on est enfermé à l'intérieur du bateau, elle offre un imaginaire de liberté sur 360 degrés. Ce que la montagne ne permet pas. En montagne, soit vous êtes sur un sentier, soit vous montez, puis après vous descendez, mais vous ne pouvez pas à l'instant T choisir sur la rose des vents 360 degrés de liberté. Il n'y a qu'en mer que vous avez cette possibilité très théorique, parce que le vent et la houle vous ramènent à la raison dans votre rêve d'absolue liberté. Mais pour moi, voilà, c'est quelque chose qui féconde mon imaginaire. Et je vais raconter une petite histoire. C'était dans un petit festival très sympa en Isère. On me dit, pourquoi dans vos livres, il y a toujours des marins, souvent des marins, des bateaux, des matelots. Et moi, un peu surpris par la question, je réponds, je ne sais pas, mais pour moi, écrivain, matelot, ça fait plus rêver que, je ne sais pas, podologue. Et la salle explose de rire, je ne comprends pas. Et au pot après, on m'a expliqué que le maire était podologue. Voilà. Tu as fait ton service militaire dans la marine ? Affirmatif. Et dans des îles tropicales. Voilà, ce qui est peut-être aussi avant-coureur de cette œuvre considérable que tu as pu produire et que tu nous offres d'année en année. En tout cas, c'est vrai qu'il y a une distinction entre l'infini de l'océan et de l'océan des blés, et puis les murailles obscures qui ferment un peu l'espace de la montagne. Alors, tu as fait référence à l'histoire et à la liberté du romancier. Est-ce que le romancier peut prendre toutes les libertés ? Est-ce que l'on peut se sentir libre par rapport à l'histoire ? Là, je m'adresse à l'éditeur. Est-ce que le romancier a tous les droits Pour m'occuper de beaucoup d'écrivains chez Gallimard et les avoir vus travailler depuis 20 ans, François, tu es un des écrivains, un des romanciers de Gallimard. Je pense que, et vous tous, vous êtes ici des écrivains, je pense que l'éditeur qui pratique ce métier, je pense que l'écrivain ne doit absolument, autant il peut y avoir des contraintes, des règles à respecter dans la vie, c'est bien par rapport à la liberté, c'est la règle de la liberté, c'est de respecter ces règles. Autant dans l'imaginaire, et ça a souvent été un débat récemment par rapport à certains sujets, je pense que l'écrivain, quand il va écrire, doit absolument ne s'interdire aucune limite. La pire des choses que j'observe dans cette époque dans laquelle il y a beaucoup d'injonctions morales sur des sujets qui ne seraient ou pas, qu'on ne pourrait plus traiter, ou d'une manière tellement particulière, enfin, vous voyez très bien de quoi je veux parler, eh bien, la pire des choses qui menacent un écrivain aujourd'hui, les romanciers d'aujourd'hui, c'est l'autocensure. C'est la pire des choses. Je pense qu'un écrivain, quand il part, quand il lance son imaginaire, ne doit s'interdire aucune limite. Après, effectivement, quand il écrit, il peut modifier les choses. Mais aujourd'hui, par rapport à l'histoire, par rapport au sujet, non. L'écriture, l'imaginaire, le roman,
ne doit avoir aucune limite. Pour moi, c'est vraiment très très important, et c'est pour ça que le roman a beaucoup à voir avec l'écriture, a beaucoup à voir avec la montagne, parce que certes, la montagne est sur un espace communal, mais la montagne, elle s'en fout de l'espace communal. La montagne, elle est souverainement libre. Elle est là, qu'il y ait ou pas des règles qui la concernent, elle s'en fiche complètement. De toute façon, elle sera plus forte que nous. C'est cette expérience que l'on comprend quand on marche 2 minutes en montagne. C'est que la montagne, elle est là de toute façon, et elle se moque bien de savoir si les petits hommes ont décidé des règles qui la concernent. Non, c'est à nous de nous plier aussi modestement à l'espace sauvage dans lequel nous évoluons. Et si nous ne voulons pas nous y plier, c'est comme en mer, eh bien, les éléments nous rappellent que notre place est toute petite et que bien, nous avons à nous voilà, aussi à rester. C'est à nous de subir les lois de la nature. Mais je reviens, pour finir, pour terminer, oui, non, l'écrivain n'a pas de limite, et pour moi c'est très, je pense que c'est très important, pas simplement pour moi, mais pour les écrivains et pour la liberté d'écriture, et que dans les années à venir, si on respecte trop, on se laisse trop intimider par un discours moral ou un discours ou certains thèmes qui ne seraient plus possible d'aborder, eh bien, ce serait vraiment terrible pour la liberté d'écrire. Donc le romancier peut s'élever dans l'euphorie de l'uchronisme, et alors que l'alpinisme doit avoir l'audace du renoncement face à des situations extrêmes. Je pense qu'il t'est arrivé souvent de devoir renoncer à des belles courses. On dit que le vrai alpiniste est celui qui sait de temps en temps renoncer. Ce n'est jamais facile, surtout si on s'est beaucoup investi sur une course, sur un projet, etc. Mais c'est vrai que j'estime que si je suis encore ici en vie à vous parler, c'est parce que j'ai su de temps en temps renoncer. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut être systématiquement un alpiniste peureux, un alpiniste craintif. Il faut savoir y garder l'équilibre justement entre le trop de risques et le pas assez de risques. Et je pense qu'une des beautés de l'alpinisme, c'est de savoir y maintenir cet équilibre entre trop de risques et pas assez de risques. Un alpinisme lucide et clairvoyant. J'imagine que ce voyage en Iran, il n'était pas possible d'y renoncer. Une fois qu'il était décidé, c'était tout à fait impossible d'y renoncer, même si j'ai eu mon visa 2 jours avant de partir. Donc il y avait beaucoup d'incertitudes jusqu'au bout. Je vous avoue que quand je suis arrivée sur place, alors sachant que je vais régulièrement en Iran, comme je vous l'ai dit, comme j'ai cette famille iranienne, mais là j'y allais dans un tout autre contexte, puisque j'y allais pour retrouver Zoré, pour faire ces 2 ascensions, donc sur les traces de l'expé de 56, et c'était donc relativement inhabituel. Quand je suis arrivée en Iran, je vous avoue que j'ai eu un moment de doute où je me suis dit, qu'est-ce que je fais là ? Pourtant, ça avait beaucoup maturé. J'avais déjà interviewé beaucoup de monde en France, pris des notes, etc., malgré tout. Et puis, en fait, c'est le personnage de Zoré, dont je vous ai déjà longuement parlé, qui m'a complètement relancé avec sa fureur de vivre et qui a en fait ajouté au projet initial, si vous voulez, puisque finalement, ce livre, il se présente comme une tresse. Je tire 3 fils narratifs dont je fais une natte. Il y a le fil de l'expédition de 56, que je parviens à reconstituer, le fil de mon voyage en Iran en 2021, et puis au milieu, il y a ce fil du voyage intérieur, et donc à travers lequel je me réfère beaucoup à mon enfance dans les années 80. Et évidemment, je n'allais pas couper ces fils à peine arrivé sur place. Au plus haut des Kerguelen, je pense qu'il n'est pas possible de renoncer, il faut avancer. Comme au milieu d'un roman, d'ailleurs, je pense. Oui, tout à fait, puisque moi, lorsque l'hélicoptère nous a posé sur l'extrême pointe nord de Kerguelen, je me suis dit, mon gars, si tu veux une douche chaude, c'est dans 25 jours. Et
il n'y a pas d'autre solution, si, sauf effectivement à appeler les secours, mais lorsque le bateau est reparti, il n'y a plus d'hélicoptère. Donc, comme on n'était pas là-bas non plus pour s'arrêter sous la tente et jouer à la belote, il fallait bien marcher tous les jours, il n'y avait que ça à faire. Hein. Donc, et du coup, effectivement, la temporalité disparaît, quoi, hein, une espèce de journée continue qui recommence, où tous les matins on plie la tente, on fait les sacs, on marche, on traverse des rivières, on voit des manchots, on pose le camp pour le soir et rebelote le lendemain. Au bout d'un moment, j'avais perdu le sens du temps, je n'avais pas emporté de montre délibérément, je ne savais plus très bien quel jour on était, et à la fin on a eu une très longue discussion. Alors on savait quel jour on était, mais on ne savait plus très bien quel jour le bateau allait passer. On était un peu flottant comme ça dans une espèce de jour éternel. Et effectivement, l'écriture du roman, c'est aussi un peu ça. C'est-à-dire, on raconte l'histoire, ça avance, on est content et tout. Et puis, on est au début, on est à la fin, on est au milieu, enfin, peu importe. Et puis un jour, c'est terminé, quoi. Et ça, c'est dur quand il faut reprendre le bateau, quand le roman est terminé. Voilà, on sait que d'autres aventures nous attendent, mais celle-là, elle est imperceptiblement passée derrière nous. Et ça, c'est un petit peu douloureux. Et là, jamais d'arrêt, j'imagine, dans la recherche des connaissances du monde et du savoir de la vie quotidienne. Alors, finalement, il y a peut-être deux verbes qui résument ce qu'on est en train de dire, c'est poursuivre ou renoncer. Et j'étais en train de faire la réflexion que ça a touché exactement les deux personnages principaux de mon roman. Donc il y en a un dans les années 50 qui d'ailleurs subit la contrainte d'une expédition collective et lourde et qui s'en affranchit parce qu'il veut partir à la recherche de ces montagnes et qui renoncera peut-être pas à temps. Je vous laisse lire le livre pour savoir ce qui va lui arriver. Et le deuxième personnage qui est Julia et qui est une scientifique et qui part elle aussi à la quête de la connaissance, qui est une autre forme de recherche. Là aussi, elle va se retrouver face à des dilemmes sur poursuivre sa thèse, poursuivre son séjour en Guyane, renoncer. Et finalement, ça revient aussi à une question de comment on devient adulte, de comment on traverse, comment ces expériences-là nous traversent. Et c'est finalement poursuivre et renoncer, ou renoncer, résume assez bien les parcours de mes deux personnages. D'accord. Et quand on veut aller pique-niquer à minuit au-dessus du siège des éditions de Minuit et qu'il est minuit et quart, est-ce qu'il faut renoncer et revenir le lendemain ou est-ce qu'il faut quand même aller mâcher des violettes ? J'ai pas compris la question. Je faisais allusion à l'ouvrage de Ludovic où il décrit la scène où à minuit il va pique-niquer au-dessus du siège des éditions de Minuit, et je lui demandais que s'il arrivait à cet endroit-là à minuit et quart, est-ce qu'il fallait renoncer et revenir le lendemain ou rester quand même à se désaltérer et à manger pour se rassasier. C'est une manière de dire que tous les lieux sur lesquels on grimpe ou on va, que ce soit en montagne ou même en ville, puisque effectivement, on est monté sur les éditions du Toit de Minuit à minuit pour pouvoir ouvrir une bouteille de champagne. Mais au fond, quand on va en haut du Mont Blanc, comme j'ai pu le faire, j'ai ressenti aussi le poids de la légende du Mont Blanc, le poids de cette histoire, enfin, cette magie. Et je trouve que beaucoup de lieux, même s'ils sont en pleine nature, sauvages, il y a d'autres personnes qui l'ont découvert, qui les ont découverts avant nous, qui les ont explorés, qui les ont investis sur un plan de l'imaginaire, sur un plan de l'écriture, sur un plan du récit, ou même la légende populaire, et que ça aussi, ça nous précède. Et que quand on va quelque part, et souvent dans des lieux qui sont des lieux mythiques, et il y en a plein dans cette vallée, on a aussi accès à cette légende et on participe aussi un tout petit peu à cette connexion avec cette légende. Et je trouve ça très, très agréable, très, très, très gratifiant. Et Dieu sait si Paris est aussi un lieu de légende. Quand on a grimpé sur le haut de Notre-Dame de Paris, eh bien, la première chose que j'ai ressentie en arrivant en haut de la flèche, cette malheureuse flèche qui s'est effondrée depuis et qui a brûlé, eh bien, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est Victor Hugo et Notre-Dame de Paris. Ça m'a saisi. C'est étonnant. Hein. Et voilà, comme quoi il y a toujours une histoire qui nous précède et qui s'invite. Les lieux sont habités
aussi par une légende et par une histoire. Et ça, c'est vachement important, et je trouve qu'on est connecté à ça quand on arrive sur les lieux. Les lieux ont une mémoire. Je ne sais pas d'où elle vient, mais en tout cas, elle est là et elle nous est perceptible. Bernard ? Oui, je pense qu'effectivement, dès qu'on grimpe en montagne ici, en général, on est sur ce qu'on appelle des itinéraires historiques, et il y a ce poids de l'histoire, de la légende, de trucs. Mais justement, je pense qu'il y a un autre plaisir en montagne qui devient, alors et peut-être est de plus en plus rare, c'est celui de la première ascension, c'est-à-dire ou de la même plus que la première ascension, c'est la découverte d'un sommet totalement vierge et inconnu. Il y a encore sur la planète quelques coins où on peut vivre cette expérience totale, qui, pour moi, ajoute à une certaine forme de liberté. C'est-à-dire que non seulement on est libre de décider soi-même ce qu'on va faire sur ce sommet, mais on se trouve libre de toutes données historiques. Et là, il faut absolument être soi-même et découvrir peu à peu comment est-ce qu'on va réussir telle ou telle ascension, telle ou telle escalade. C'est un autre plaisir. Voilà, et des lieux de mémoire. Donc, est-ce que vous auriez des questions à poser à nos invités ? Oui, je voudrais simplement revenir sur le propos de Bernard Ami à propos de ne pas dépasser ses limites en montagne et rappeler le grand principe du célèbre guide de Chamonix, Armand Charlet, qui, à ma connaissance, est mort dans son lit. Il est plus facile de faire un bon guide que de faire un vieux guide. Et ça peut s'appliquer à n'importe quel alpiniste. Y a-t-il de vieux écrivains qui soient de bons écrivains ? Hein ? Non ? On peut mourir d'aimer, on ne peut pas mourir d'écrire. Encore qu'il y a eu des exemples dans l'histoire qui sont quand même un peu fâcheux. Hein. À cette citation de Charlet, moi, en fait, j'ajouterais une autre qui était celle de Livanos, donc, le grimpeur et marseillais, à qui on demandait ici, d'ailleurs, sur une terrasse de bistrot à Chamonix, là, quel était aujourd'hui le meilleur alpiniste, et il a dit le plus vieux. Bon, et je pense que... Mais tout ça, c'est pour revenir sur cette image de l'alpiniste qui va y dépasser ses limites. Et je reviens sur cette idée qu'on ne dépasse pas ses limites, on les repousse. Et je pense qu'un grand guide comme Armand Charlet a dû repousser justement très loin. Ce qui est remarquable dans son cas, c'est qu'à un moment donné, il s'est arrêté. C'est-à-dire que du point de vue technique, il a atteint en fait des limites et qu'il n'a pas su dépasser, justement. Il aurait fallu qu'il les repousse, mais en fait, il ne l'a pas fait. Et tout le monde sait que les techniques d'escalade en glace ont été longtemps limitées par les dictats de Armand Charlet. Et que c'est d'autres qui sont venus après lui qui ont découvert de nouvelles techniques et qui ont fait que l'escalade glaciaire en haute montagne a pu aller plus loin encore. Alors avant de partir dans le désert de Gobi, puisque c'est le thème du film suivant, juste un mot pour nos invités pour nous tenir au courant de leur actualité future, présente et future. Oui, merci. Alors moi, je suis encore très pleinement plongée dans le partage de Vertige perçant, donc chez Guérin aux éditions Paulsen, qui est donc le deuxième volet de ce qui va devenir une trilogie iranienne, puisque précédemment, il y avait eu Iran, la paupière du jour, paru chez Elitis, où je parlais plus de l'Iran des villes et de l'Iran des jeunes filles
incarné notamment par cette cousine que j'ai évoquée précédemment. Et j'aimerais en fait faire un troisième volet à ce qui deviendrait donc une trilogie, en partant sur les traces de Jeanne Dieulafoy, qui est une archéologue de la fin du 19e siècle et qui a mené la première expédition archéologique à Suse. Donc Suse, c'est dans le sud-ouest de l'Iran, c'était la capitale de l'Elam, une grande cité historique. Voilà. Et j'aimerais partir sur les traces de cette Jeanne Dieulafoy, qui est un personnage extrêmement romanesque, en compagnie d'une archéologue iranienne. C'est un projet au long cours. Je ne peux pas vous annoncer de date, mais c'est quelque chose que je voudrais faire. J'ai d'autres projets aussi, mais celui-ci me paraît le plus pertinent à évoquer aujourd'hui. Merci. Alors, François, des traces sur la terre, sur la mer? Alors, mon prochain livre paraîtra au mois de janvier. Je ne sais pas si vous m'inviterez parce qu'il n'est pas très très montagne. Hein. Il s'appelle. Tu es un invité permanent, tu es le créateur de ce salon et donc il a été écrit. C'est toujours un plaisir. Ce livre a été écrit à 1000 mètres d'altitude, donc voilà, ça va me donner une légitimité. Il suffit qu'il y ait un personnage monte un escalier et c'est déjà une montagne. Ce livre s'appelle Mon oncle d'Australie et c'est une enquête, un roman, une réflexion autour d'un secret de famille. Donc les personnages sont mon grand-père, mon grand-oncle et mon arrière-grand-père. Et donc mon oncle d'Australie, ça vous met déjà sur une piste. Mais est-ce que c'est une vraie piste ou une fausse piste? Réponse en janvier. Il y avait mon oncle d'Amérique, maintenant un oncle d'Australie. Bernard, tu as des projets? Les prochains livres, écoute, et pour l'instant, il y a des idées, il y a des dossiers qui se forment et sur le bureau avec des piles de feuilles qu'on accumule, etc. Non, il y a en fait une idée qui m'est chère, j'ai publié donc un livre dont on a parlé ici l'an dernier, je crois, qui est apparu aux presses universitaires de Grenoble, donc un livre très, très scientifique, voilà, qui était justement où j'ai essayé de comprendre ce qui se passe dans le cerveau de l'alpiniste à partir des nouvelles données des sciences et du cerveau et des sciences cognitives. Bon, c'est un livre très, très scientifique. J'ai essayé d'être le plus vulgarisateur possible. Je pense qu'on peut comprendre ce que je dis, mais ça reste une approche très universitaire. Voilà. Et je me suis dit, il faudrait transcrire ça dans un roman. Bon, donc il faut créer des personnages, etc. Il faut arriver à décrire les comportements, les sentiments et de ces personnages. Là, je n'ai aucune peine, vu que j'ai dû y connaître des centaines d'alpinistes qui finissent toujours par des lapsus ou par des petites phrases, par vous faire y comprendre ce qui se passe là dans leur tête, là, et pourquoi ils sont là, etc. Donc, il y a de quoi écrire un roman. Voilà. Il y a de quoi écrire un roman et escalader la pile des manuscrits qui sont sur ton bureau. Il y a une chronique sur ce livre auquel tu fais référence sur le site du salon. Francine? Je prends celui-là. Un petit peu comme Émilie, moi, la priorité du moment, c'est de faire vivre donc, le premier roman qui s'appelle Mitaraka. D'ailleurs, on va profiter de toute la journée, hein, si vous voulez poursuivre la discussion sur ce sujet. La deuxième histoire, elle est en gestation. Il y a quelques bribes de personnages, de trames, d'intrigues, mais il faut la mettre sur l'ouvrage. Hein, donc, pas pour tout de suite. Et peut-être pas sur les montagnes, je ne sais pas. Ludovic? Même réponse que vous. Pour l'instant, c'est de faire vivre le livre. Mais j'aimerais revenir, raconter quelque chose qui se passerait de nouveau ici. Et je suis très, très, très intéressé, préoccupé par la fonte des glaciers. Et je pense qu'il y a quelque chose à écrire sur ça, voilà, me semble-t-il. Voilà, en tout cas, je remercie tous ces invités et je voudrais donc rappeler leurs ouvrages. Donc, Vertige perçant d'Émilie Talon dans la collection Guérin de chez Paulsen. François Garde, donc Marché à Kerguelen chez Gallimard, mais aussi ses deux derniers ouvrages publiés chez Paulsen sur la mer gelée et l'Empire du froid. Bernard Ami,
un alpinisme d'aventure aux éditions Les Passionnés de bouquins, une jeune maison d'édition, mais vraiment très, très ambitieuse et très dynamique. Francine Brondex, Mitaraka aux éditions Librinova, et puis Ludovic Escande, Vers les hauteurs aux éditions À la rue. Ce que je voudrais dire, je voudrais vraiment les remercier pour leur regard croisé sur les hauteurs, un regard émerveillé pour Bernard Ami, un regard plutôt inquiet pour Ludovic Escande, un regard nostalgique pour Émilie, un regard ouvert sur le monde pour Francine Brondex, et puis un regard toujours curieux pour François Garde, dont je rappelle que si nous sommes ici ce matin, c'est grâce à lui, puisque c'est lui qui a créé ce salon et qui en a eu l'idée, une idée merveilleuse, je pense, et qui nous donne beaucoup de plaisir tous les ans. Donc voilà, je tenais à le remercier chaleureusement. Pardon. Alors bien sûr, nos amis qui sont donc des grimpeurs émérites vont monter l'escalier pour aller dédicacer leurs ouvrages sur la terrasse qui se trouve un peu au-dessus. Donc allez les rejoindre en cordée. Merci.